15 cigarettes par jour. Manquer de liens sociaux est aussi dangereux que de fumer jusqu'à 15 cigarettes par jour. C'est tellement choquant que ça paraît faux, et pourtant, les données sont là dans cette étude qui marque les esprits. En plus de la comparaison aux cigarettes, le fait de manquer de relations a une mortalité supérieure à celle de boire 6 verres d'alcool par jour, à l'inactivité physique, à l'obésité ou même à la pollution de l'air. Là, tout de suite, on se dit, mais elle sort d'où cette étude et pourquoi on meurt plus tôt quand on est seul? Parce que c'est pas si évident dit comme ça. Et pourtant, c'est de loin la plus grande épidémie du 21e siècle. Je cite le rapport de l'OMS, on estime que la solitude est à l'origine d'environ 100 décès par heure, soit plus de 871 000 par an. Donc depuis le début du siècle, ça fait environ 21 millions de morts, 3 fois plus que le Covid. Le paradoxe, c'est qu'on est de plus en plus sur Terre, on a de plus en plus d'outils connectés, mais on passe de moins en moins de temps avec nos proches et on se sent de plus en plus seul. Alors qu'est-ce qui se passe? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut y faire? Pour le savoir, j'ai interviewé Adrien Riffaut, sociologue, co-directeur de l'enquête nationale Solitude, le rapport annuel qui mesure l'état de la solitude en France. Il y a énormément d'infos méconnues sur la solitude, j'ai appris tellement en préparant cette vidéo. Ma promesse, c'est qu'on regarde les 10 choses à savoir absolument. Numéro 1, très rapide, mais essentiel, il y a une grande différence entre se sentir seul et être seul. C'est la base de tout ce qu'on va voir ensuite. On a tous déjà été à un gros événement avec plein de monde, mais on se sentant complètement décalé. Seul avec du monde autour. Et à l'inverse, parfois on est tout seul, mais on n'est pas du tout triste. Et ce qu'on veut tous éviter, c'est d'être à la fois seul et en se sentant seul. Les Anglais ont 2 mots distincts qu'ils utilisent souvent, lonely et alone, et en français, on parle plutôt de solitude et d'isolement. La solitude, c'est subjectif, l'isolement, c'est objectif. On a mis en place un indicateur d'isolement relationnel. Alors on fait la différence entre solitude et isolement. Et une personne est dite isolée quand elle est coupée ou qu'elle n'a plus vraiment de relation avec 5 réseaux de sociabilité. Donc c'est la famille, les amis, les collègues de travail, les associations et puis le voisinage. Conclusion numéro 1, se sentir seul et être seul sont 2 choses très différentes. Mais pourquoi c'est si important? C'est ce qu'on regarde maintenant. Voici avec qui vous avez passé votre vie et avec qui vous allez la passer jusqu'à votre mort. En tout cas, en moyenne et d'après cette étude aux États-Unis. Déjà, le temps passé avec les parents et les frères et sœurs. À 15 ans, c'est plus de 4 heures par jour. Ensuite, ça descend drastiquement. Pour vos enfants, il y a un pic aux alentours de 30-40 ans. Vos amis, ça décroît puis ça stagne. Et finalement, on passe pas tant de temps que ça avec eux. Vos collègues, alors là, on passe beaucoup plus de temps avec eux. Et on voit bien le déclin à partir de la soixantaine. Votre partenaire, là, c'est le contraire. Ça augmente à partir de 60 ans, à partir de la retraite. Et enfin, le temps qu'on passe seul. Ça va de 4 heures par jour dans la jeunesse, puis ça augmente à peu près linéairement et quasiment le double à la retraite. Donc là, on se dit, les personnes âgées sont beaucoup plus isolées, donc elles doivent beaucoup plus souffrir de la solitude. Eh bien, non. Parce que quand on demande si les personnes ont ressenti des effets négatifs d'un sentiment de solitude, sondage au niveau mondial, voici les résultats. Plus on vieillit, moins on souffre de la solitude. Ça paraît complètement fou. En fait, tout dépend des attentes sociales, des normes. Si, quand on est jeune, on s'attend à avoir plein d'amis, plein de relations, et qu'on n'en a pas, c'est là qu'on souffre de la solitude en comparaison à la norme. Alors qu'une personne âgée, si en moyenne elles sont généralement isolées, comme on l'a vu, être seul, c'est ne pas vraiment s'écarter de cette norme. Et on se rend compte que les attentes et les normes dépendent aussi énormément des pays. On a ici le pourcentage de foyers avec un seul habitant, et on voit qu'en Europe, aux États-Unis et d'ailleurs dans beaucoup de pays riches, il y a beaucoup plus de foyers avec des personnes seules que dans d'autres continents. Conclusion numéro 2, les jeunes sont moins seuls que les personnes âgées, mais se sentent plus seuls. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, j'en profite pour vous dire que je suis aussi conférencier scientifique et animateur. J'ai notamment animé les dernières Olympiades internationales de physique. Bref, toutes les infos sont en description, n'hésitez pas à me contacter. Numéro 3, jusqu'ici on a beaucoup parlé d'âge et de culture, mais selon Adrien Riffaut, il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental. Ah bah la plus forte, moi je dirais, c'est pas forcément celle de l'âge, c'est celle du milieu social. Il y a vraiment une constante que nous on observe chaque année, puisque notre indicateur il a plus de 15 ans maintenant d'existence, donc on a un historique sur 15 années, et on se rend compte que plus on est seul et isolé, et plus on appartient en catégorie des populations les plus précaires, les plus précarisées, donc solitude et précarité vont de pair. Il décrit aussi un effet de cumul. Plus vous êtes en capacité de relationner, et plus vous allez relationner. Et moins vous allez être en capacité de le faire, ou en tout cas moins vous avez de liens, et moins vous allez être en capacité de le faire. Autrement dit, ceux qui ont du lien en créent encore et de plus en plus, et ceux qui en manquent
s'isolent davantage. D'ailleurs, le chercheur Mehdi Moussaïd de la chaîne Followscopy l'explique très bien dans cette vidéo sur comment on se fait des amis. Il y a aussi toute une dimension très forte de légitimité sociale. Il y a une dimension de légitimité aussi qu'on a très bien montré dans l'enquête de 2023, où en fait, si vous avez peu de ressources ou si vous avez peu de capital social, peu de capital culturel, peu de ressources économiques, vous n'allez pas nécessairement vous sentir légitime de rentrer dans un certain type de restaurant, d'investir à l'espace public, et donc vous allez plutôt vous replier. Et un autre point important, ce sont les pics de solitude. Pareil, on observe par exemple que pendant les vacances ou les périodes de fête, le taux de solitude augmente. Parce qu'il y a une norme sociale, il y a une injonction sociale à partir en vacances, il y a une injonction sociale à assister aux fêtes de famille, etc. Et quand vous êtes exclu de cette norme, soit pour des raisons économiques, soit pour d'autres, des raisons de santé ou quoi, et ben, du coup, le sentiment de solitude, vous allez le vivre de manière plus forte. Et on comprend que s'il y a un pic de solitude pendant les vacances, pendant les fêtes, ça montre encore une fois à quel point c'est lié aux normes sociales. Donc conclusion numéro 3, la solitude, ce n'est pas qu'un sentiment individuel, ça montre aussi une fracture sociale. On revient à cette chercheuse, Juliane Holt-Lunstad, parce qu'elle le précise même en page de garde de son site personnel. Oui, c'est moi derrière la phrase, manquer de relations sociales, c'est aussi dangereux que de fumer 15 cigarettes par jour. Alors maintenant qu'on sait que à la fois la solitude et l'isolement dépendent énormément du milieu social, du niveau de vie, il faut faire très attention dans les études scientifiques pour pas qu'on attribue une baisse d'espérance de vie au fait que les personnes soient isolées, alors qu'en fait la vraie cause ce serait peut-être que les personnes aient moins de revenus. Alors, dans ce fameux papier scientifique sur la comparaison avec les 15 cigarettes par jour, je n'ai pas réussi à trouver la réponse de si la comparaison a été faite toutes choses égales par ailleurs. Donc, c'est-à-dire, on prend une personne isolée, une personne non isolée, à même niveau de revenu, même sexe, même âge, toutes choses égales par ailleurs. Mais heureusement, cette chercheuse a aussi participé à cette méta-analyse de 70 études. Et les résultats, toutes choses égales par ailleurs, il y a 26% en plus de risque de décès pour ceux qui se sentent seuls, plus 29% de risque pour les personnes isolées, et plus 32% pour celles qui vivent seules au quotidien. Donc là, on est sûr, l'isolement et la solitude sont bien des facteurs de mortalité. Je dois dire, au début de mes recherches, je ne comprenais pas vraiment la relation de cause à effet. Mais voici la réponse. Le fait d'avoir des connexions sociales, ça impacte à la fois nos comportements, donc l'activité physique, la nutrition, le sommeil. On a aussi tendance à moins fumer, à plus suivre les traitements qui nous sont donnés. Les connexions sociales ont aussi un impact sur notre psychologie. On a l'impression que ce qu'on fait a plus de sens, on a moins de stress, on se sent plus en sécurité, on est plus résilient, on est plus positif envers le futur. Et enfin, tout ça a un impact sur notre biologie, donc nos hormones de stress, nos inflammations ou encore l'expression de nos gènes. C'est pour ça que quand on regarde notre santé, être seul ou se sentir seul, ça augmente les probabilités d'arrêt cardiaque, de diabète, etc. Conclusion numéro 4, il y a bien une épidémie de solitude. La grande question, c'est pourquoi? Et le point numéro 5, c'est, première hypothèse, est-ce que ce serait à cause des écrans? Parce qu'en 2007, un nouvel objet arrive dans notre vie, le smartphone. À partir des années 2010, il y a beaucoup de choses qui changent. Deux chercheurs experts de la solitude chez les jeunes sont très connus pour ça, Gene Twain et Jonathan Haidt, auteurs des livres iGen et The Anxious Generation, la génération anxieuse. Parce que c'est depuis les années 2010 qu'on observe cette hausse brutale du sentiment de solitude chez les jeunes. Dans ma vidéo 10 mythes sur le bonheur, on avait montré les deux sens de la spirale. Donc c'est-à-dire que plus on se sent seul, plus on a tendance à utiliser les réseaux sociaux, et plus on utilise les réseaux sociaux, plus on se sent seul. Les deux sens sont vrais, donc c'est vraiment une spirale négative. Mais de par ses travaux, Adrien Riffaut veut quand même nuancer tout ça. La question des réseaux sociaux, parfois ça sert aussi à sortir, nous dans les entretiens, on voit que quand on est un jeune, même pas forcément jeune d'ailleurs, mais quand on est isolé, c'est parfois le seul moyen que vous avez de vous relier aux autres. Mais à l'inverse aussi, quand on est seul, c'est une façon aussi de meubler un temps, une vacuité qui est vacant, ou en tout cas qui est vide, et donc on va se sentir coupable. Je dirais pas forcément que c'est l'outil en lui-même, ça va être la façon dont on va l'utiliser qui va ou non faire du bien ou au contraire créer de la solitude. Conclusion numéro 5, les écrans sont une partie du problème, ça c'est certain, mais ce n'est pas tout, et donc il faut continuer à creuser. Numéro 6, est-ce qu'il n'y aurait pas une mode de l'individualisme? Vous allez sur YouTube, sur les réseaux, vous voyez des discours comme ça partout. Et c'est lorsque je me sens seul que je suis prêt à tout pour être là pour moi. Je n'ai pas besoin de reconnaissance, d'encouragement, de soutien ou d'intérêt pour avancer. C'est ce qu'on pourrait appeler le cœur de l'individualisme moderne.
D'ailleurs, Adrien Riffaut le dit très bien. On a aussi une valorisation, quand on le voit par exemple dans le sport ou dans les exploits sportifs, où on va valoriser l'individu seul. Si on regarde par exemple après les traversées outre-Atlantique, où on est seul sur un navire, ou par exemple, il y a un article d'ailleurs dans la revue qui vient d'être publié sur les personnes qui font de l'ultra-trail pendant 48 heures. C'est vraiment un rapport à soi, on va retourner à l'intérieur de soi et on va vivre une expérience pour soi au milieu des autres. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo Pourquoi tout le monde se met à courir, et la miniature qui marchait le mieux, c'est celle où il y a écrit sport d'égoïste, point d'interrogation. C'est je pense qui a le mieux marché parce qu'on sent une tension entre toute la mode des groupes de running, mais aussi la performance et le dépassement de soi. Très individualiste aussi. Mais attention, Adrien Riffaut nuance encore une fois, ce n'est pas toute la société qui s'individualise. Et en même temps, ça ne veut pas forcément dire que les collectifs s'effondrent. Ce qu'on constate, c'est que les collectifs ont changé, c'est-à-dire que c'est plus les mêmes qu'il y a 30 ans. On le voit par exemple dans le rapport au bénévolat, par exemple, on fait plus du bénévolat comme il y a 20 ans, c'est-à-dire on va plus s'engager sur une longue durée, on va plutôt faire un bénévolat ponctuel, par exemple, les jeunes font plutôt du bénévolat, ils vont faire du bénévolat pendant un festival ou pendant les JO, et ça va durer 2 mois et après on va reprendre ces activités, on va refaire du bénévolat. Autrefois, il y a 30 ans, on s'engageait dans une association et on pouvait y rester 5 ans, 10 ans. Et je vous parle même pas des engagements syndicaux ou des engagements de l'éducation populaire. Donc là aussi, c'est pareil. La société est pas reliée de la même manière qu'il y a 10, 20 ou 30 ans. Ça veut pas forcément dire qu'on est dans une société qui se délite. Conclusion, oui, il y a une mode de l'individualisme, mais il y a aussi un lien social qui est plus mobile, moins durable, mais bien réel. Numéro 7, une dernière piste d'explication, est-ce que la société se polarise? Ce graphique du Financial Times dans plusieurs pays, Corée du Sud, États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, montre le fossé idéologique qui est en train de se creuser chez les jeunes hommes qui ont tendance à voter de plus en plus à droite et les jeunes femmes qui ont tendance à voter de plus en plus à gauche. Ce sondage YouGov a été aussi fait au Royaume-Uni sur les gens qui regardent Joe Rogan, youtubeur, podcasteur américain très conservateur. On voit notamment qu'il y a plus de 80% des gens qui regardent qui sont des hommes et la plupart ont entre 18 et 34 ans. Donc ce sont vraiment des figures fortes comme celle-ci, mais il y en a plein d'autres qui peuvent vraiment creuser ce fossé entre jeunes hommes et jeunes femmes. Et aussi avec les algorithmes de plus en plus individualisés, on n'a plus vraiment les mêmes repères, les mêmes récits, et on a donc encore une fois des chambres d'écho différentes qui se forment. Ces différentes bulles, c'est pas juste les hommes et les femmes, c'est aussi entre les générations, entre les classes sociales. C'est ça qui peut aussi pousser à un isolement et à une solitude qui sont plus grandes. Conclusion numéro 7, oui, malheureusement, la société se polarise, ce qui ne fait pas avancer le problème de la solitude. Alors maintenant, on va parler des solutions, et numéro 8, on commence tout de suite avec les solutions individuelles. En 2023, les États-Unis sortaient un rapport complet sur l'épidémie de solitude. 2023, donc c'est avant Trump, donc c'est quand même un article qui est scientifique. Plusieurs actions sont proposées pour améliorer la qualité des liens sociaux, et donc le bien-être aussi en général. Voici les plus importantes. 1. Consacrer du temps à nos relations. Parfois on l'oublie, on est emporté par le quotidien, mais même une petite attention peut parfois suffire. Rejoindre des communautés ou des groupes. Essayer d'aider d'autres personnes. Justement, être attentif à son environnement immédiat. C'est pour éviter les cas de mort sociale, par exemple. Si on voit que la lumière du voisin est allumée et qu'elle s'éteint pas, peut-être se dire je vais aller toquer pour voir si tout va bien. On peut l'étendre aussi aux personnes qui vivent à la rue, par exemple. Parce que moi, je trouve c'est très important de considérer les personnes sans abri qui vivent près de chez vous comme étant vos voisins. Et d'ailleurs, d'autres études ont montré que les personnes sans abri, ce dont elles ont le plus besoin, c'est d'une part de subvenir à vos besoins matériels, mais aussi d'être en relation. Demander de l'aide aussi dans les périodes difficiles. Essayer de réduire les activités qui mènent à un sentiment de déconnexion des autres. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, j'ai tout essayé pour briser mon addiction à Internet et je vous donne les résultats de manière scientifique, si ça peut vous aider. Et enfin, très important, être transparent avec son médecin sur les changements importants dans vos relations sociales, parce qu'on a vu tous les impacts sur la santé de ce problème de solitude, justement. Et enfin, Adrien Riffaut insiste sur un point. Il faut déstigmatiser cette question de la solitude et de l'isolement. Conclusion, certaines solutions individuelles existent, oui, mais ça ne fait pas tout du tout. Parce qu'on en arrive au point 9, les solutions collectives. Le biais, ce serait de faire reposer la responsabilité individuelle du lien social que sur les individus. Je trouve que c'est intéressant de le souligner parce que c'est vraiment une dynamique. Il faut que tout aille ensemble, que l'aménagement du territoire suive, que les politiques publiques suivent et que nous, en tant que citoyens, on soit un peu aussi les élus du social. Comme le dit Adrien Riffaut, dans le même rapport de 2023, il y a 6 solutions qui sont mises en avant. Renforcer les infrastructures sociales au niveau local. Il y a d'abord la question de l'aménagement du territoire. On
a montré que toutes ces questions de solitude et d'isolement, elles étaient aussi liées à des problématiques géographiques territoriales. Il y a des territoires où on est plus isolé que d'autres, il y a des lieux, des zones d'habitat qui sont plus propices à la création de liens que d'autres, et la ville, par exemple, doit être pensée pour relier les individus entre eux. Je vous donne un petit exemple. Dans les pays du Sud, si vous allez en Espagne, ils ont aménagé certaines villes pour faire en sorte qu'en période de forte canicule, les personnes âgées qui vivent dans des petits logements puissent se retrouver dehors et relationner entre elles. Promouvoir des politiques publiques qui favorisent le lien, mobiliser le secteur de la santé, ça on a vu, c'est super important, réformer les environnements numériques parce qu'ils sont malheureusement de plus en plus addictifs, approfondir la recherche et construire une culture du lien et de la bienveillance. Puis surtout, je pense qu'il faut insister sur le fait qu'il y a beaucoup d'organismes et il y a beaucoup de collectifs qui sont là pour ça. On ne le sait pas forcément. Ce qu'on montre aussi, il y a un lien de corrélation qui est très net, c'est que les gens ne sont pas informés. On n'est pas informés, on ne sait pas qu'il y a une association. Et d'ailleurs, nous, on le dit tous les ans quand on rédige nos recommandations, il faut insister davantage sur la communication, sur l'information. Il faut que les pouvoirs publics montent des campagnes de communication sur cette question de la solitude, sur le que faire. Enfin voilà. Et il y a des associations, il y a des collectifs, il y a du bénévolat, du micro-bénévolat, tout un tas d'actions et de solutions. Et ça peut même aller pour ceux qui sont encore les plus réticents à sortir de chez eux, passer par les réseaux sociaux, par exemple. C'est là où, justement, le réseau social peut être la première porte, justement, qui va vous permettre d'être lié à des personnes qui vivent la même chose que vous. Et donc, vous allez vous comprendre, vous allez être dans une communauté, on va dire, de valeurs et d'expériences. Et une fois que vous allez peut-être mieux comprendre ce que vous êtes en train de vivre entre pairs, ce qu'on appelle la pair-aidance, vous êtes entre pairs et vous aidez entre vous. Ensuite, vous allez peut-être avoir les ressources et la disposition pour sortir de chez vous et rejoindre une association ou un collectif de quartier ou tout simplement reprendre goût à une vie sociale plus équilibrée, dynamique, aller dans un café. Conclusion numéro 9, les solutions collectives existent et sont aussi fondamentales, rien qu'en termes de santé. Numéro 10, dernière idée à retenir, c'est que les relations sociales, on a vu que c'est un petit peu comme un médicament gratuit. C'est une des meilleures choses qu'on peut faire, rien que pour la santé. Je vous laisse sur une de mes chansons préférées de Bourvil sur le thème, mais juste avant, une de mes citations préférées de l'économiste Jason Hickel. Heureuse coïncidence que ce que nous devons faire pour survivre est aussi ce que nous devrions faire pour être heureux. Mais vivre sans tendresse,